Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Modern Talk. Et aujourd'hui, on a la joie de recevoir Ananda Guillet, président de Cocopelli. Bonjour Ananda. Bonjour Alexis, merci de me recevoir. Merci d'être là. Alors, Cocopelli, c'est une association de préservation des semences paysannes, on va dire, qui lutte pour une agriculture raisonnée. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques secondes un peu quel est l'objet de cette association ? Oui, alors on lutte pour la préservation des ressources traditionnelles, donc des variétés libres de droit et reproductibles. Donc on aura l'occasion de développer. Mais notre objectif, c'est vraiment de rendre les jardiniers, les paysans, les paysannes autonomes en semences. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Donc on a l'agro-industrie qui a une mainmise depuis des décennies sur les ressources génétiques. Notre objectif, c'est de les remettre dans le domaine public, donc de les remettre à disposition des populations. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe comment quand on est agriculteur et qu'on achète des semences? On doit acheter à Bayer, c'est ça? Ou à des entreprises de ce type-là qui vendent des graines qui ne peuvent pas être réutilisées, hein. C'est ça un peu le contrat. Alors, le contrat, c'est un peu ça, c'est un peu raccourci, mais l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est que l'agriculture, depuis les deux grandes guerres, la gestion de l'agriculture a été confiée à des industriels. Donc, tu citais Bayer, et Bayer, typiquement, qui a racheté, qui est connu depuis peu, en fait, pour avoir racheté Monsanto, mais qui est en fait une entreprise du groupe à l'époque IG Farben, avec BASF aussi. C'est eux qui fabriquaient le Zyklon B. Donc, c'est vraiment une industrie guerrière. Et chimique. Et chimique, ultra chimique. Les engrais azotés avec l'ammoniac de synthèse, les gaz moutarde, les gaz combat, pour Monsanto, l'agent orange. Donc on est vraiment sur une industrie guerrière et chimique, très clairement. Donc on voit que le gros de leur business, c'est la chimie. Et évidemment, pour boucler la boucle, il faut intégrer dans ce business-là la semence. La semence, c'est le levier, c'est le créateur de marché. Et la nature, en fait, commet un blasphème absolument insupportable pour les sociétés mercantiles, c'est qu'elle se reproduit gratuitement. Tu vois le délire, c'est un scandale. C'est quoi ce délire? Ça s'achète, on ne va pas replanter quelque chose qui va repousser l'année d'après, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est comme si le verre, là, se mettait à faire plein de petits verres, l'industrie du verre coulerait instantanément. Et en fait, l'agriculture, même si elle a 16 000 ans, aujourd'hui, l'agriculture, elle s'industrialise. En tout cas, elle s'est industrialisée. Oui, on peut dire qu'elle s'est complètement industrialisée même. Et du coup, pour répondre à ce modèle industriel, il faut du standard, il faut standardiser. Il faut faire rentrer des tomates dans des boîtes carrées, globalement, pour schématiser un peu. Et du coup, la paysannerie s'est vue retirer sa prérogative de reproduction. Parce que depuis la nuit des temps, en fait, depuis la nuit des temps de l'agriculture, les producteurs gardent la meilleure partie de leur récolte pour la ressemer l'année d'après. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Et depuis l'industrialisation de l'agriculture, là, c'est plus le cas. On a séparé la production de la reproduction. Donc les paysans et les agriculteurs s'occupent de la production et les agro-industriels, via des labos de recherche, la R&D, etc., s'occupent de la multiplication de la reproduction. Et ça, ce modèle, il s'impose quand, en fait, à nos sociétés ? Et ce modèle, il s'impose, en fait, à l'image de l'agriculture, il s'impose un beau tiers, parce que c'est hyper récent. Dans les années... Alors, pour ce qui est de la législation, c'est sous Pétain, vraiment, en France, ça date un peu, qu'on a vraiment un basculement. En fait, en 1932, alors il faut me fact-checker, mais je crois que c'est en 1932, on a la création du catalogue national, donc le fameux catalogue national dont on a pas mal entendu parler pour ceux qui suivent un peu les péripéties de Cocopelli. C'est un catalogue qui recense toutes les variétés qui sont commercialisables. D'accord. Voilà. Et donc, pour inscrire les variétés dans ce catalogue, il va falloir prouver leur valeur agronomique, il va falloir prouver leur DHS, la distinction, l'homogénéité, la stabilité génétique, tout un tas de critères qui sont propres à l'industrie. D'accord. Et toutes les variétés qui ne sont pas dans ce catalogue sont tout simplement interdites à la vente. En tout cas, jusqu'en juin 2020, quand Cocopelli a fait évoluer le cadre législatif. Donc, en 1932, ensuite à la création du GNIS, dans les années 40, le Groupement National Interprofessionnel des Semenciers, qui s'est renommé aujourd'hui SEMAE, qui fait partie du collectif pour la défense des NGT, on va en parler après. Ça fait beaucoup d'acronymes, mais on va expliquer. Voilà, oui, on va expliquer, et du coup, le GNIS, c'est l'interprofession. Donc, il représente des intérêts privés, de la profession de producteurs multiplicateurs de semences, dont l'agro-industrie, mais il se voit aussi donner des prérogatives d'État pour aller contrôler justement la tenue de ce catalogue et contrôler si les opérateurs inscrivent bien leurs variétés, etc. Donc là, on a
clairement en plein conflit d'intérêts. D'accord, oui, puisque là, c'est eux qui font la loi. Ah bah, c'est eux qui font la loi, du coup. Qui vont faire la loi des lobbies, en l'occurrence. Et qui vont évidemment faire la loi des lobbies, parce que, alors même si eux se défendent d'avoir 80 petites PME, machin, bon, quand tu remontes le fil des PME, tu te rends compte que, bon, au bout du compte, c'est une poignée de multinationales qui gèrent le truc. Et du coup, petit à petit, alors là je la fais vraiment courte parce que toute l'histoire met quand même beaucoup de temps, petit à petit c'est la France qui est entre parenthèses premier producteur de semences en Europe, le troisième exportateur mondial, donc la France a un vrai rôle à jouer sur le paysage. En termes de production des semences. En termes de production, de multiplication des semences. Ouais. Du coup, la France joue un vrai rôle en Europe et petit à petit ce catalogue national devient... en fait, la France impose sa vue, sa vision, en tout cas, de l'agriculture à l'Europe. Pour une fois qu'on a la main, quand même, on va pas bouder. Non, on va pas bouder. Mais on s'en serait passé de celle-là. Franchement, on s'en serait passé. Parce qu'aujourd'hui, on a un catalogue européen. D'accord. Donc aujourd'hui, majoritairement français, enfin à l'initiative plutôt des Français, c'est ce que tu es en train de nous dire. Oui, en tout cas, la France a joué un rôle important dans la démocratisation au niveau de l'Europe de ce fonctionnement qui est un fonctionnement totalitaire un peu quand même. Et pourquoi totalitaire ? Parce qu'en fait, si aujourd'hui un agriculteur décide de changer de graine, dire moi je vais aller me fournir ailleurs, il peut être arrêté, il est criminel en fait. Non. Comment ça se passe ? Oui, je suis allé un peu vite, tu as raison. Alors, si tu veux, cette législation d'inscription au catalogue, ça se passe vraiment sur la commercialisation de matériel reproducteur, donc de semences, de plants, de tubercules, etc. Pas de production. Donc, c'est un peu la schizophrénie du truc, c'est que, par exemple, pour prendre le cas de Covopelli, on n'avait pas le droit de vendre, mais les agriculteurs ont le droit d'acheter. Nous, en tant que distributeurs, si tu veux, on n'a pas le droit de commercialiser des variétés non inscrites au catalogue, donc on a eu beaucoup de procès pour ça. Covopelli est connu pour ça. Mais la loi ne s'applique pas à celui qui va produire, mais à celui qui va reproduire. D'accord. Voilà. C'est encore cette différence entre producteur et reproducteur. Donc il y avait quoi ? Il y avait un marché noir, un dark web de la semence paysanne. Comment ça se passait pour l'achat ? On peut dire que Covopelli a fonctionné pendant plus de 20 ans dans l'illégalité totale. Oui, ça c'est un fait. Oui, c'est un fait. Du coup, oui, on peut parler... on ne peut pas vraiment parler de marché noir, si tu veux, parce qu'on a quand même un fonctionnement, même si c'est une association, on a un fonctionnement d'entreprise classique, on paye de la TVA, de l'URSSAF, des IS, etc., avec un produit illégal. Mais illégal, alors tout ça est assez récent en fait, les évolutions au niveau de l'Europe. Du coup, si tu veux, le cas Covopelli est même remonté jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, et ça a fait du foin cette remontée-là, parce qu'au final, Covopelli respectait un peu plus le cahier des charges européen au niveau de la libre circulation des marchandises, alors que la France était beaucoup trop restrictive. Bon, après, il y a l'agro-industrie qui a tapé à la porte de la Cour de justice et on s'est fait taper sur les doigts. Ils sont bien plus forts que nous en termes de lobbying à l'Europe. Oui, justement, parce que comment ça se passe, cette mainmise de l'agro-industrie et de la chimie sur la semence comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait cette mainmise, effectivement, et qu'on ne puisse pas aller à l'encontre tu vas nous parler de ce combat des lobbies qui se passe à Bruxelles, majoritairement. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont gagné et qu'une majorité de producteurs vont se retourner vers eux sans se poser la question de savoir si c'est bien ou pas bien ? Alors, encore une fois, je vais aller un peu vite. C'est assez facile à comprendre. En sortie de guerre, tu connais l'exode rural. En fait, on perd encore aujourd'hui des quantités de fermes chaque semaine, chaque mois. Donc, il faut trouver une solution pour nourrir. Il faut trouver une solution pour nourrir. Et la solution, c'est d'industrialiser. Pour industrialiser, encore une fois, je reviens à tout ce que je disais tout à l'heure, il faut faire rentrer des tomates rondes dans des boîtes carrées. Pour faire rentrer des tomates rondes dans des boîtes carrées, il n'y a pas 36 solutions. Il y a les OGM. Donc ça, on les a refusés en France. On va y revenir avec les NGT juste après. Et il y a la sursélection via de l'hybridation, donc de l'appauvrissement génétique. C'est les fameux hybrides F1 où on va appauvrir de lignées parentales jusqu'à les rendre vraiment totalement homozygotes et ensuite les recroiser ensemble, et ce qui va donner la vigueur hybride, etc. Donc ça c'est l'emballage productiviste qui fait que ces variétés ont été beaucoup plébiscitées par les agriculteurs parce que dans l'idée elles allaient produire mieux et plus de quantité.
La réalité, c'est que c'est surtout des clones, en fait. On les a surtout appauvris génétiquement. Il y a très peu de résilience génétique dans ces variétés. Elles sont quasiment toutes les mêmes et elles répondent pour le coup totalement aux standards de l'industrie. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir des tomates, pour garder l'exemple des tomates, très calibrées, résistantes au choc, comme ça on peut les passer dans une moissonneuse. Donc on peut en fait produire de l'alimentation de la même manière qu'on produit n'importe quel produit industriel, alors que jusque-là, on faisait exactement l'inverse. On avait un système paysan. Ouais. Et le propre d'un système paysan, généralement, c'est le polyculture élevage. Donc tu vas avoir un peu de toutes les productions. Donc tu vas encercler en fait toutes les productions agricoles, ce qui fait que tu es à la fois résilient, maître de ta reproduction, que ce soit sur le règne animal ou végétal, et donc tu vas pouvoir inscrire ta ferme dans un cercle vertueux. Et comment ils ont rendu les agriculteurs dépendants à ça? En leur faisant miroiter, comme aujourd'hui, en fait, comme toujours, c'est ce qu'on appelle de la propagande, globalement, en leur faisant miroiter des meilleurs rendements, des meilleurs revenus, plus de facilité au travail, etc. En leur disant, mais vous allez voir, nous, en fait, on a le savoir, on a les blouses blanches, et on va vous amener des variétés qui vont être ultra productives, donc en fait, etc. On a poussé à la monoculture, on a poussé à l'utilisation intensive de produits phytosanitaires, hein, les pesticides, dont on va parler aussi. Au remembrement. À l'industrialisation, c'est-à-dire l'achat de matériel technique qui coûte très cher, d'où l'endettement de nombreuses exploitations, pour au final arriver à un résultat avec de nombreux suicides dans le secteur agricole, une profession en crise année après année, et puis une question aussi par rapport aux consommateurs, c'est-à-dire que la qualité des produits est en question. Toutes ces intolérances au gluten, est-ce qu'elles existaient il y a de ça 50, 60 ans, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de cette hybridation forcée ? Alors, ouais, là, je peux répondre à plusieurs points que tu amènes, mais pour prendre le dernier, en fait, les gluten, si tu veux, les variétés modernes, encore une fois, répondent aux standards de l'industrie. Oui. Et l'industrie a besoin de molécules de gluten très grosses, en fait, a besoin que la pâte soit de l'élastique pour pouvoir faire tourner la pizza sur le doigt si on veut un peu de folklore, mais en vrai, c'est surtout pour pouvoir pondre des pâtes au kilomètre dans un système industriel sans que la pâte, justement, elle se fissure, qu'elle puisse passer dans les machines, etc. Donc, en fait, on produit de la colle. Et ça, c'est vraiment typiquement l'agro-industrie. Il y a quelqu'un de très intéressant là-dessus qui s'appelle Roland Feuillas avec les maîtres de Montmoulin, qui est assez connu, qui fait du pain à base de variétés anciennes. Et son test pour les gluten, c'est de dire tu prends la mie de pain, tu la roules en boule, tu la mets sous ta langue, et il faut que cette mie-là fonde sous la langue, qu'elle disparaisse. Et là, on est sur des vrais gluten, on est sur une vraie céréale. Sinon, on est juste sur des standards de l'industrie. Donc évidemment, avant, on n'avait pas ces allergies au gluten, tout simplement parce que c'était pas du tout les mêmes gluten, c'était pas du tout les mêmes protéines dans les variétés de céréales. Donc, mais tu parlais de la nutritivité. Ouais. C'est central. C'est absolument central et tout le monde s'en fout. En fait, on nous amène... disons qu'on a un Nutri-Score, mais qui ne regarde pas les bonnes choses. Hein. Qui ne regarde absolument pas les bonnes choses. Absolument pas les bonnes choses. Et l'industrie, pour revenir sur le rendement, a vendu du rêve, en fait, avec des technologies agricoles, que ce soit, encore une fois, les tracteurs, toute l'industrie, toute la technologie qui va autour des variétés, mais aussi la technologie génétique, donc la sélection, les OGM, en amenant des rendements. Mais ces rendements, ce n'est pas des vrais rendements, parce que on ne se nourrit pas de matière morte, on ne se nourrit pas simplement de masse, on se nourrit de vitamines, de protéines, d'acides aminés. Et ces variétés n'ont plus la capacité génétique de puiser dans le sol, pour peu que les sols ne soient pas morts. Si on écoute Claude Elia Bourguignon, on va dire, voilà, on cultive quand même majoritairement dans du polystyrène, quoi. C'est les produits phyto qui font que ça pousse. Mais génétiquement, de toute manière, ces variétés modernes n'ont pas la capacité d'aller chercher les minéraux dans le sol et de les restituer aux légumes ou aux fruits. Donc ce qu'on mange n'est pas productif. Parce que de la productivité, c'est des légumes nutritifs qui sont bons pour la santé. L'alimentation doit être la première médecine. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est le premier poison. C'est un peu ça le problème, oui. Enfin, et surtout... quand on a des sénateurs comme M. Duplon, qui veut réintroduire des produits interdits, notamment les néonicotinoïdes, j'arrive jamais à le dire, et dire qu'il faut plus de pesticides pour continuer avec ce modèle, pourquoi on a cet angle mort, finalement, à la fois chez les législateurs, chez les agriculteurs, qui sont nombreux à ne pas remettre en cause ce modèle. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage pour dire, mais en fait, on est peut-être face à un mur, puisqu'on appauvrit les sols, on appauvrit et on empoisonne la nourriture, et on empoisonne aussi une profession, paysans agriculteurs, qui se retrouvent à devenir simplement des producteurs de produits standardisés.
Ouais, c'est une question hyper compliquée en fait, la loi du plomb et la manière en tout cas pour moi, c'est une question, je parle vraiment en mon nom, c'est une question assez compliquée. On a rendu vraiment les agriculteurs ultra dépendants des produits phyto. Ça fait maintenant la troisième génération, le début de la troisième génération qui ne fonctionne qu'aux pesticides, qu'aux engrais de synthèse, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est hyper clivante entre, d'un côté, les écologistes qui vont dire non mais là il faut tout interdire et on va aller manifester contre du plomb, etc., contre les lois du plomb parce que c'est une saloperie, et c'est une saloperie clairement, hein. Les néonicotinoïdes c'est l'horreur absolue, c'est destructeur d'insectes, on est en perte, en effondrement de la biodiversité en règle générale, mais particulièrement de la biodiversité des pollinisateurs, donc clairement les néonicotinoïdes sont à bannir, mais d'un côté on a quand même des agriculteurs qui sont à la troisième génération d'habitudes de travail où on a fait du glyphosate, des néonicotinoïdes, etc., leur outil principal de production, et d'un coup on leur dit ça on va l'interdire, par contre on ne vous accompagne pas vers une transition écologique, ni de manière étatique. Ça veut dire que globalement, il n'y a aucune volonté étatique d'aider les agriculteurs vers de la transition agroécologique aujourd'hui. Prétendre l'inverse, c'est vraiment répondre au chant des sirènes du greenwashing de bas étage. Aujourd'hui, il n'y a vraiment aucune volonté, ni française ni européenne, d'accompagner les agriculteurs vers la transition agroécologique. Et pourtant, il le faut. Il le faut parce que, clairement, l'agriculture aujourd'hui va droit dans le mur. Mais au niveau de la consommation, mais les agriculteurs sont les premières victimes des pesticides, très clairement. Alors, c'est pas parce que eux vont aller manifester pour plus de pesticides qu'il faut pas les défendre quand même, en fait, de cette espèce de roue infernale qui amène l'agriculture droit dans le mur. Donc, il faut absolument lutter contre les lois du plomb, contre la réintroduction des herbicides hyper violents, des néonicotines, etc. Mais il faut pas faire que ça. Parce que si on fait que ça, demain, on va juste à la famine. Parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que ce qui nourrit la planète là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est l'agriculture conventionnelle. Et on ne va pas passer de l'agriculture conventionnelle à 100% d'agriculture agroécologique bio, comme ça. Juste déjà parce qu'on a tué nos sols. Et que reconstituer ces sols, ça va mettre du temps, parfois des décennies. Il faut être dans une vraie démarche d'accompagnement. Donc c'est pour ça que moi je me revendique du monde écologiste, si tu veux, j'ai des parents écolos, je suis né et j'ai vécu dans le monde écolo, mais je suis pour une écologie non punitive, une écologie de pédagogie, d'accompagnement. Et aujourd'hui, on a un vrai clivage, en fait, on a un vrai fossé entre l'agriculture et les écologistes, et il faut absolument combler ce fossé avec de la pédagogie et de la discussion, parce que la transition vers l'agroécologie ne se fera pas sans les agriculteurs, c'est impossible. Oui, et puis elle ne peut pas se faire en quelques années, puisqu'il y a un temps long à prendre en compte, à la fois sur la production, le retour des sols nettoyés, en quelque sorte. Est-ce que, justement, dans ce plaidoyer pour les agriculteurs qui sont pris dans ce modèle industriel, est-ce qu'il y a quand même des points positifs à cette agriculture intensive ? Alors, est-ce qu'il y a des points positifs à l'agriculture notamment le fait intensive de nourrir autant de personnes, d'arriver à éviter les famines. Oui, alors c'est marrant, on ne me l'a jamais posé de cette manière-là, cette question. Merci. Alors là, il faut être pragmatique et il faut regarder le nombre de personnes qui meurent de faim tous les jours sur la planète. Et se dire que l'agriculture productiviste, si on peut l'appeler de cette manière-là, dans ce contexte-là, ne règle rien. Et quand on nous vend il faut bien nourrir tout le monde, ok, il faut bien nourrir tout le monde. Aujourd'hui, est-ce qu'on nourrit tout le monde ? Non. Par contre, on gâche beaucoup de nourriture. Par contre, on gâche énormément de nourriture. Le gaspillage alimentaire, c'est un scandale absolument innommable. J'ai le cadreur de Covopelli et un ami aussi qui est un bon ami qui bosse sur le sujet, qui a fondé les Gaspilleurs et qui est en train de changer de nom. J'ai plus le nom en tête. Moi, j'inviterai prochainement Rajda Rambash aussi, qui travaille sur ce sujet depuis longtemps. C'est un scandale, le gaspillage alimentaire. Un vrai scandale. C'est un scandale sans nom. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de gaspillage alimentaire ? C'est le mondialisme, c'est les dizaines et les dizaines d'intermédiaires en fait, entre le producteur et le consommateur. C'est toutes les chaînes de transformation, c'est toutes les chaînes de distribution. Tout ça est à revoir, en fait. C'est à revoir absolument si on veut prétendre
nourrir tout le monde, mais nourrir tout le monde, aujourd'hui c'est un vœu pieux, il faut nourrir correctement. C'est-à-dire il ne faut pas juste cracher de la bouffe pour cracher de la bouffe, parce qu'aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on crée des cancers, globalement on crée des maladies cardiovasculaires, on crée de l'obésité, du diabète, en fait c'est pas ça nourrir. Moi, j'appelle pas ça nourrir, j'appelle ça tuer, en fait, à petit feu. Empoisonner, pardon. Et les sols et les humains, ouais. De toute manière, on vit dans un empoisonnement global des tissus, du sol, de l'humain. Après, c'est vaste débat, mais globalement, aujourd'hui, l'agriculture productiviste, pour résumer, ne nourrit pas. Elle ne nourrit pas. Est-ce qu'il y a des points positifs quand même ? Moi, j'en vois pas. Je vois pas de point positif, si tu veux. Après, tout est une histoire d'économie d'échelle, mais je vois pas de point positif. Je pense que vraiment, à la fois pour la santé des agriculteurs, pour la santé des consommateurs, pour la santé de notre environnement, de nos sols, il faut relocaliser. Il faut absolument relocaliser l'agriculture et la distribution. C'est-à-dire qu'il faut un agriculteur qui cultive. Je suis aussi agriculteur, j'ai une trentaine d'hectares, une ferme de production de semences, maraîchage, etc. Donc je sais aussi de quoi je parle du point de vue des agriculteurs. S'occuper de 500, 600, 700 hectares, c'est pas possible si on veut connaître son sol, si on veut connaître son écosystème, si on peut vraiment faire de la paysannerie. Ça devient vraiment juste une exploitation agricole. Je jette la pierre à personne, qu'on soit vraiment clair. Je critique absolument pas le travail des agriculteurs. C'est un travail qui est absolument hyper difficile et très peu rémunérateur. Et essentiel. Et central. Central, c'est la pierre angulaire des civilisations basées sur sédentaires, basées sur l'agriculture. Néanmoins, si on veut vraiment à la fois prendre soin des sols, prendre soin des consommateurs, nourrir correctement, prendre soin de soi-même aussi en tant qu'agriculteur et ne pas se tuer à la tâche, il va falloir relocaliser, produire mieux sur des plus petites surfaces et avec des valeurs ajoutées meilleures, avec des marges meilleures. Et vraiment, ça, c'est l'inverse du modèle qui est choisi aujourd'hui, où on va vraiment vers l'expansion permanente, toujours moins de, plus de production sur moins d'espace, mais des espaces toujours plus grands. Voilà, c'est l'inverse de l'extensif, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec l'élevage aussi. C'est ce qu'on voit avec l'élevage. La ferme des 1000 vaches, etc., le plateau des 1000 vaches. Oui, et puis alors on s'offusque pour la ferme des 1000 vaches, parce que c'est absolument offusquant, mais moi j'ai tourné un documentaire à l'époque sur les abeilles, et je suis allé filmer dans l'Iowa aux États-Unis, dans le centre des États-Unis et dans le Kansas. Dans le Kansas, j'y ai pas été, mais les images sont à peu près les mêmes. Là, c'est pas 1000 vaches, c'est des camps de concentration à perte de vue, avec des vaches touche-touche. Donc cette agriculture-là, elle est... burgers, quoi. Là, on crache du burger. Là, on crache du gros burger ricain. Moi, j'ai pas vu ça dans le Wyoming, où t'as quand même des grands ranchs. C'est différent, quoi. Le Wyoming, c'est pas la même ambiance. Mais aujourd'hui, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de très loin. Si tu veux, avec la mondialisation, et surtout avec les accords de libre-échange qui sont en train de se signer juste à tir-larigot, ce qui se passe dans les plaines de l'Iowa, globalement, se passe dans notre assiette, là, en France. Donc, le Mercosur, bien sûr, sur l'Amérique du Sud, a sans doute aussi le Brésil, la production bovine doit être de même acabit, quoi. Ah bah oui, non, mais le Mercosur, c'est un drame. Et puis là, on vient de signer un libre-échange avec l'Inde, et puis de toute manière, on a le CETA. Hugo Clément a fait un super documentaire comme ça sur la lentille qui est gavée de DICA, qui est un produit absolument... lentille canadienne. Lentille canadienne, C'est-à-dire qu'on crame de pesticides pour pouvoir la récolter. C'est un truc assez incroyable. En fait, on va produire une légumineuse dans un climat qui n'est pas du tout le bon. Et du coup, les cycles sont trop courts. Donc, les légumineuses, comme la lentille, ne sèchent pas en champ, alors qu'elle doit sécher en champ pour être récoltée. Donc, on prend un avion, on balance du DICA dessus, ça la crame, et après, on passe à la moisse-batte, et ça arrive dans des petites boîtes chez Carouf, quoi. Et on mange ça tranquillement. Et on mange ça tranquillement. Alors que c'est ultra interdit en Europe. Justement, à propos des choses qui sont autorisées en Europe, on parlait tout à l'heure des NGT. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que sont les NGT parce que là, on va revenir parler des semences. Ouais, les NGT, en fait, NGT, ça veut dire New Genomic Technique. Okay. C'est une nouvelle technique d'édition du gène. D'accord.
Une nouvelle technique parce que ça se base sur la technologie CRISPR-Cas9, donc qui est en fait un ciseau moléculaire. Tu vas venir découper des bouts d'ADN, les remplacer par d'autres bouts d'ADN. Donc la grosse différence avec les OGM conventionnels, OGM qui sont les organismes génétiquement modifiés, qu'on connaît maintenant depuis quelques années. Qu'on connaît depuis quelques années, parce que dans les années 90, quand on commençait à parler d'OGM, on en parlait de manière complètement décomplexée. Donc on parlait d'aller mettre des gènes de poisson dans de la tomate pour augmenter son temps de conservation. Donc là, on est vraiment dans de la modification génétique extra spécifique. Voilà. Donc, alors que les NGT, c'est généralement intraspécifique ou alors sur des espèces qui sont sexuellement compatibles. Et c'est là où tout se joue. Et c'est pour ça que la Commission européenne réclame une réglementation plus light que pour les OGM, parce que selon l'enquête de la Commission, c'est des modifications qui auraient pu intervenir par processus de sélection conventionnel. Soi-disant naturel. Ouais. Soi-disant, alors pas naturel quand même, parce que conventionnel, parce qu'on va quand même cibler les sélections. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vient raccourcir ce temps en découpant un bout de gène et en le remplaçant par un autre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est un OGM. On parle bien d'un ciseau moléculaire génétique qui vient modifier le gène. Et que, non, ce n'est pas simplement une évolution qu'on aurait pu avoir en sélectionnant ou en sursélectionnant, parce que sur les NGT de catégorie 2, on va reparler des deux catégories, on a des variétés, des plantes qui peuvent être insecticides. Donc qui produisent leurs propres pesticides. Ouais. C'est tout le scandale des maïs à l'époque, des maïs BT, où Monsanto disait, mais c'est des maïs qui sont résistants à la pyrale. Ils ne sont pas du tout résistants à la pyrale. Ils tuent la pyrale. C'est différent. Ils intègrent la molécule Bacillus thuringiensis à l'intérieur. Donc quand la pyrale vient piquer la canne, elle meurt. Ce n'est pas une résistance, ça. On est d'accord. Et donc là, on joue un peu sur le même champ lexical. Et du coup, on va créer des variétés qui sont soi-disant résistantes à tel ou tel insecte, alors que non, elle va produire en son sein l'insecticide qui va aller tuer l'insecte. Et de la même manière, tu te rappelles peut-être des variétés Roundup Ready de Monsanto, donc qui étaient des variétés que tu pouvais cultiver en pulvérisant du Roundup. C'est-à-dire que le Roundup allait bousiller toutes les herbes, le glyphosate, pardon, pour ne pas citer de marque, allait bousiller toutes les herbes, sauf la culture. Donc la culture qui était résistante. Ouais. Et aujourd'hui, avec les NGT2, on va faire la même chose. Donc, c'est vraiment bien des OGM. Et pour essayer de faire passer la pilule, la Commission, dans son texte, a décidé que on avait deux catégories de NGT, des NGT catégorie 1 et des NGT catégorie 2. Donc dans les NGT catégorie 1, on a les modifications génétiques light. Donc on va aller chercher des gènes vraiment interspécifiques, pas de variété insecticide, pas de variété résistante aux herbicides. Donc des petites modifications génétiques, mais des modifications génétiques quand même. Hein. Attention. On sait pas pour minimiser le truc, parce qu'il faut surtout pas le minimiser, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ouais. Et du coup, ces NGT1 sont considérés comme des plantes conventionnelles. À la bonne heure, alors que non, tu m'étonnes que non. Et ce qu'on prévoit sur les brevets à venir sur ces variétés, c'est entre 85 et 95% de variétés qui vont être des NGT1, évidemment. Hein, oui. Parce que tout le monde va se précipiter pour, d'une manière ou d'une autre, vu que les critères de sélection NGT1 et NGT2 sont hyper flous, l'agro-industrie va faire que des NGT1. Très clairement, à part les herbicides, les résistantes aux herbicides et les plantes insecticides. Et du coup, c'est NGT1, pas d'étiquetage, pas de traçabilité, aucune mesure aucune mesure d'impact, ni sociétal, ni sanitaire, ni environnemental. Donc allons-y. Ouais. Ça veut dire que si en avril, parce que là ça va arriver très vite, le texte issu des trilogues vient de sortir, a été revalidé par le Conseil et maintenant doit être validé par le Parlement. Si mars-avril, on n'a pas la date encore, les parlementaires valident le texte comme il est sorti des trilogues, il y a 2 ans avant la mise en application, en 2028, globalement, on se retrouve avec des OGM partout, dans toutes les chaînes de production, dans toutes les chaînes de distribution, sans avoir levé le moindre sourcil de qui que ce soit. Et donc, on va se retrouver avec des OGM dans notre assiette, sans savoir, alors déjà idéologiquement, c'est à chier, mais bon, ça reste mon avis, mais après, sans savoir quel impact on va avoir sur l'environnement, parce que
ces modifications génétiques par pollinisation croisée, elles vont se répercuter. Elles vont se répercuter absolument partout dans l'environnement. Donc il y a des cas où on va dire que c'est pas grave entre guillemets. On prend le cas du maïs. Le maïs, t'as pas d'espèces sauvages en fait qui vont être contaminées par du maïs OGM. Mais si tu prends le colza par exemple, qui est une brassicacée, des brassicacées, il y en a partout dans la nature. Donc en fait, on va aller contaminer toute la nature avec des gènes où on n'a globalement pas de recul parce que on a une facilité quand on parle de ces sujets-là à aller de l'avant sans avoir le recul scientifique suffisant. On ne sait pas du tout ce que ça va faire et on ne parle même pas de la santé humaine. On va consommer des organismes génétiquement modifiés sans savoir ce que ça fait. Justement, sur les OGM traditionnels, est-ce qu'on a du recul aujourd'hui? Parce que je me rappelle, à l'époque, il y avait les faucheurs volontaires. Il y avait quand même déjà une levée de bouclier assez énorme de la part des consommateurs et des producteurs. Ça fait quelques années maintenant. Est-ce qu'on a du recul par rapport à ces OGM pour dire c'est bien, c'est pas bien, il y a eu des problèmes, quels sont les impacts sur l'environnement adjacent? Non, on a très peu de recul parce que... alors, le premier recul qu'on peut avoir, c'est dans les pays où les OGM sont cultivés, comme les États-Unis, où on a un effondrement de la biodiversité sauvage, mais de toute manière, c'est très dur. C'est tellement multifactoriel tout ça, et on cherche tellement pas. C'est en fait le problème. Ne finance des études, et surtout pas les gouvernements ni les lobbies d'intérêt. C'est ça, c'est un peu ce que je te disais en off tout à l'heure, c'est que nous, on est une poignée d'organisations, d'ONG, d'associations, de militants de défense de la souveraineté alimentaire, des variétés anciennes, etc., avec nos tout petits moyens. Et en face, on a l'agro-industrie qui arrose tous les labos possibles et imaginables, tous les centres d'études possibles et imaginables pour pondre des études qui vont dans leur sens. Donc est-ce qu'on a du recul sur les OGM dans les pays où c'est cultivé, même si on en mange aujourd'hui des OGM, parce qu'avec les traités de libre-échange, encore une fois, ou avec tout le grain qui arrive de l'Iowa qui est supposément non OGM, mais bon, moi j'ai filmé, les mecs ils mélangent tout ça dans les mêmes silos. Donc le problème c'est qu'on cherche pas. Si tu cherches pas une molécule toxique, un pesticide, un OGM, si t'as pas les fonds pour mener ces études-là, elles sont pas menées, donc on ne sait pas. C'est bien la base du problème. C'est que les États qui valident, donc que ce soit l'Europe, là en l'occurrence, qui valide en fait l'utilisation des NGT, en face ne met aucun moyen, c'est zéro en moyen pour faire des mesures d'impact, des études d'impact. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté. Ouais. Donc à court, à moyen et à long terme. Parce qu'on veut savoir en fait dans 30 ans quel pourcentage de la biodiversité on a atomisé en fait en signant un texte, en validant un texte sur les NGT qui est clairement poussé par l'agro-industrie. On ne saura pas. Tout comme on ne sait pas pour les OGM. Alors, Cocopelli, vous avez lancé une pétition justement contre ces NGT qu'on peut retrouver en ligne. Je mettrai le lien dans la description. Je parlais des faucheurs volontaires à l'époque des OGM. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience dans la population qui pourrait devenir majoritaire sur les risques encourus par ces avancées, entre guillemets, des lobbies? Oui, c'est pas une pétition, c'est une lettre ouverte. Il n'y a pas de souci. Avec laquelle je vais aller justement discuter avec les eurodéputés pour essayer de les sensibiliser et d'orienter le vote. Si la France est majoritairement contre les OGM, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une vraie adhésion de l'opinion populaire sur les OGM. Aujourd'hui, globalement, on trouve personne dans la rue qui nous dit « moi j'ai envie de bouffer des pesticides » ou « j'ai envie de bouffer des OGM ». Personne. C'est étonnant. Ouais, personne n'en veut. Quelques lobbyistes. Je me rappelle ce lobbyiste qui disait qu'il allait boire un verre de glyphosate tellement c'était sans danger. Ouais. Il l'a jamais fait. Non, mais avec le glyphosate, c'est une des pires molécules qu'on ait inventées, honnêtement. Et néanmoins, juste petite parenthèse, la manière dont on essaye d'interdire les herbicides aujourd'hui est selon moi pas du tout la même bonne manière, encore une fois. Pourquoi, Et parce que c'est l'outil principal, moi je vois avec des voisins agriculteurs, c'est leur outil principal. Et on leur enlève ça sans les aider à financer par exemple du matériel pour faire du semis sous couvert ou pour faire de l'engrais vert ou en fait pour changer leurs pratiques. C'est-à-dire qu'on les a forcés, enfin on les a pas forcés, mais on les a fortement en fait au fil des générations orientés vers ces technologies pesticides et herbicides, biocides. Et là on veut tout leur enlever sans rien remplacer, sans les aider en fait. Alors évidemment il y a une levée de bouclier. Et attention, je ne défends pas le glyphosate, c'est une des pires saloperies encore une fois qu'on ait inventé. Il y en a partout, dans tous les cours d'eau, dans l'urine d'à peu près tous les humains, on en retrouve absolument partout. Donc c'est à bannir au plus vite. Mais le au plus vite veut pas dire qu'il faut qu'on s'affranchisse d'accompagner. Du jour au lendemain, parce que sinon, tu sais ce qui se passe. Moi je suis en Ariège, on est dans le sud de la France, les mecs ils prennent la camionnette, ils vont en Espagne ou en Andorre,
ils vont chercher les produits, ils les ramènent à la maison. Oui, c'est toujours ce qui est dit par rapport à la concurrence, d'où la réintroduction de certains pesticides en disant nos agriculteurs ne peuvent pas concurrencer parce que les autres ont accès à des produits qui... Voilà, mais alors, c'est la course au pire à chaque fois. C'est complètement la course au pire. Ouais. C'est vraiment ça, c'est que... Et c'est entendable, en fait. C'est entendable de se dire, ah bah non, mais c'est dégueulasse. Nous, on ne peut pas utiliser ce produit et on importe des produits, des denrées alimentaires dans des pays qui utilisent ce produit. Ouais. En effet, c'est injuste. Clairement. C'est pas pour ça que, encore une fois, il faut faire la course au pire. Au contraire, il faut saisir l'aubaine et se dire, bon, ok, alors déjà, on signe pas des accords de libre-échange parce que c'est une saloperie. Ça, on les signe pas. Là, quand même, le président français, le gouvernement français, le Parlement français contre le Mercosur, Ursula von der Leyen décide, elle est reçue bras ouverts à l'Élysée, et au final, il se passe rien. Ouais, j'ai même pas de mots pour décrire ça. L'hypocrisie. Ouais, l'hypocrisie, enfin, ouais. Oui, non, on les signe pas, t'as raison. On les signe pas, personne en veut. On nous les impose. On nous les impose, ouais, on nous les impose. On impose ces traités de libre-échange. On est dans une écologie hyper punitive en France. Les agriculteurs sont pris à la gorge. On a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Il faut que tout ça change, en fait. Il faut vraiment que tout ça change, mais fondamentalement. On a vu avec la DNC, en fait, la gestion catastrophique de la DNC qui est bon, après c'est un sujet en soi, mais on a cru, enfin moi j'y ai cru à un moment de voir différents syndicats agricoles de bords complètement opposés se rallier derrière une cause commune, mais là on voit aujourd'hui que le fossé il s'est réouvert quasiment plus grand qu'avant. Et ça, il faut que ça change vraiment radicalement si on veut voir l'agriculture évoluer, si on veut voir nos sociétés évoluer, si on veut arrêter de crever de cancer et de maladies cardiovasculaires et de diabète, etc. Alors, parce qu'il faut qu'on marche main dans la main. Le problème, c'est qu'on a des sociétés technosolutionnistes. On nous explique qu'il y a de plus en plus de cancers, mais qu'on va trouver un vaccin contre le cancer, qu'on va trouver une solution médicale de médecine traditionnelle contre le cancer. Donc plutôt que d'aller à la source et de se demander pourquoi il y a autant de cancers aujourd'hui, on va juste dire, il y en a plein, mais on vit avec le cancer alors qu'avant on en mourait. Et maintenant, on a plein de médicaments. Enfin, c'est ça que je vois à chaque fois. C'est-à-dire, pourquoi on est allé faire des OGM? Pourquoi maintenant on a des NGT et sans vouloir savoir les études d'impact? Parce que tu parlais des NGT 1 et tu n'as pas parlé des NGT 2, justement. C'est quoi alors ces NGT 2 qui vont être moins nombreuses et néanmoins particulièrement inquiétantes? Les NGT2, c'est justement les modifications génétiques lourdes, donc ces fameuses plantes insecticides ou résistantes aux herbicides. C'est les 2 exemples que j'ai là, mais on peut à peu près tout imaginer. Si tu veux, la technologie CRISPR-Cas9, elle te permet d'exacerber des gènes présents dans une plante. Donc de les exacerber vraiment très fort. Et on peut imaginer, alors attention, moi je suis loin d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir en termes de génétique, mais on peut imaginer que quasiment, que toutes les plantes détiennent à peu près toutes les molécules et que globalement on va aller chercher on va arriver à faire à peu près n'importe quoi en exacerbant les gènes d'une plante. Et donc les NGT2, c'est les modifications vraiment lourdes. Il faut savoir que ce soit NGT, ça c'est important de le dire, en fait que ce soit NGT1 ou 2, donc première ou deuxième catégorie, on parle de travail in vitro. Donc quand l'agro-industrie essaye de nous faire miroiter que les NGT1, c'est juste un travail de sélection un peu poussé qui aurait pu être fait en champ et tout ça, non. On parle de culture de cellules souches en laboratoire. On parle vraiment d'OGM. Vraiment d'OGM. C'est pour ça que les NGT, New Genomic Techniques, machin, qui sont un peu... tu vois, c'est pour cacher l'OGM derrière le NGT. C'est pour cacher l'OGM derrière le NGT. Il faut vraiment réutiliser le terme d'OGM. On est sur des organismes génétiquement modifiés, qu'on appelle des New Genomic Techniques, ces NGT d'ailleurs, New Genomic Techniques, ça s'emploie en agriculture, mais aussi en médecine, absolument partout. C'est ça qui est fabuleux, entre guillemets, avec ces technologies CRISPR-Cas9, c'est que tu peux les utiliser absolument partout. Donc on est vraiment là dans le solutionnisme technologique qui est une fuite en avant en fait. On court vraiment droit dans le mur et ça s'accélère. On voit bien au niveau, pour parler de mon champ de compétences, on voit bien qu'au niveau de l'agriculture, c'est ce que je te disais tout à l'heure, plus on galope dans la technologie, plus on est en train de tout tuer.
On est en train de tout tuer. On nous bassine avec le réchauffement climatique, si tu veux. Moi, je veux bien. On nous dit, encore une fois, attention, je parle au niveau agricole. On nous dit, mais les sols, ils s'assèchent à cause du réchauffement climatique. Les sols, ils s'assèchent pas à cause du réchauffement climatique. Ils s'assèchent parce qu'on a bousillé les haies, parce qu'on coupe 45 000 km de haies tous les ans, parce qu'on on est à quasiment un peu plus d'un demi-siècle d'agriculture. Un peu plus, qu'est-ce que je raconte, moi 60 ou 70 ans d'agriculture intensive où on défonce les sols, mais on défonce les sols. C'est-à-dire qu'il y a une goutte d'eau, quand elle tombe sur le sol, aujourd'hui, elle ruisselle. Hier, elle ruisselait pas, elle percolait. Grâce aux X centaines milliers de vers de terre au mètre carré que tu avais dans un sol vivant. Aujourd'hui, ils ont complètement disparu. Il faut savoir que les vers de terre, c'est la première biomasse animale sur la planète. Qu'on est en train de littéralement détruire. Tout le monde s'en fout. Personne n'en parle globalement, à part les agroécologistes, etc. Mais sinon, la majorité des humains ne savent même pas que le ver de terre, c'est la première biomasse animale sur la planète. Sans ver de terre... On est en train de créer Arrakis. On est en train de créer Arrakis, si tu veux. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc, et ça, c'est pas une histoire. Alors, tout ça va potentiellement réchauffer le climat, il n'y a pas de débat. Sûr, si tu veux, à un moment, quand tu crées un désert, ça se réchauffe. Mais la relation de cause à effet, elle n'est pas dans le bon sens, là. Et encore une fois, avec les NGT, tu as l'agro-industrie qui nous dit, mais réchauffement climatique, mais pas de souci. Nous, on arrive avec des NGT, elles vont être résistantes au réchauffement climatique. Mais ça va se tirer une balle. Mais c'est exactement le principe des médicaments contre le cancer, plutôt que d'aller voir comment faire pour éviter. De toute façon, les médicaments contre le cancer, si tu veux, tu prends Bayer. Ouais, Bayer Monsanto boucle intégralement. C'est-à-dire qu'ils produisent les poisons qui te tuent et ils produisent les médicaments qui vont éviter que tu meurs et ainsi de suite. Donc là, c'est un business plan parfait. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer, si tu veux, que ces gens-là œuvrent pour le bien de l'humanité? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer que ces gens-là qui produisent... Non, mais parce que c'est ce qu'on entend. C'est la question que tu me posais tout à l'heure. Mais attends, est-ce qu'on ne va pas quand même essayer de nourrir la planète avec ces variétés? Mais non. À aucun moment, ça a été le projet. À aucun moment. Parce que ceux qui gèrent ça, ce sont des agro-industriels de la pétrochimie. Mais le projet, c'est quoi, justement? Parce qu'arriver à cette perte de diversité biologique, naturelle, arriver à avoir cette fragilité, finalement, des espèces, ça va pousser à quoi? Enfin, quel est le but ultime de ce modèle-là? Kissinger disait, si tu contrôles la semence, tu contrôles l'intégralité des populations. J'ai plus la citation exacte, ça partait sur le pétrole au début. Donc c'est le pouvoir, plus que l'argent. C'est le pouvoir. C'est pas pour rien si aujourd'hui les paysans sont vraiment le bas de l'échelle sociale, entre guillemets, en termes de rémunération, en termes de pénibilité au travail, parce que je vous assure, quand on est paysan, je veux dire... C'est pas un boulot de bureau. C'est pas un boulot de bureau. On se lève à 4h30 quand on est éleveur, et c'est des fois jusqu'à 20h. Il n'y a pas d'histoire de dimanche, de jour férié, de RTT ou de quoi que ce soit. C'est tous les jours. C'est tous les jours, toute l'année, toute la vie, sur plusieurs générations. Ça, c'est le boulot d'agriculteur. Et pourtant... c'est un boulot qui est inconnu, qui est ingrat. On se fait traiter de bouseux, machin, mais c'est pas pour rien. C'est que pour autant, c'est nous en tant qu'agriculteurs qui avons la clé de la souveraineté alimentaire. Donc il faut absolument mettre une chape de plomb là-dessus si tu veux pouvoir contrôler les populations. Parce que sinon, ce serait l'agriculture, ce serait les agriculteurs qui contrôleraient les populations, parce que c'est les agriculteurs qui contrôlent l'alimentation. Mais aujourd'hui, ça devrait être les agriculteurs qui contrôlent l'alimentation. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais enfin, si tu regardes, c'est vrai que c'était les propriétaires terriens, les nobles, qui avaient la propriété, mais les serfs étaient les serfs, voilà, donc on est un peu dans le même modèle, sauf que c'est global, quoi. Sauf que les nobles sont européens, même. Oui, c'est ça. C'est qu'on est sur un modèle, encore une fois, où c'est pas... européen, américain, on s'en fout, on fout agro-industriel, si tu veux. Agro-industriel, c'est ça. Et justement, le risque de voir... parce qu'il y a cet appauvrissement de diversité dans les semences, arriver une maladie ou un problème qui va créer justement le problème. Est-ce que ça peut exister, ou est-ce que les industriels sont suffisamment malins pour faire des plantes résistantes, même s'il n'y en a qu'une à la fin? Non, ils veulent surtout pas des plantes résistantes. Ils veulent surtout pas des plantes résistantes, parce que ce qu'ils veulent, c'est vendre des produits pour les défendre justement des attaques extérieures. Que ce soit des maladies, des sécheresses, des attaques de ravageurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre le produit miracle qui va sauver la plante. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce que cette plante soit résiliente. Si tu veux, il faut s'imaginer que les variétés modernes de l'agro-industrie ont un spectre vertical génétique. C'est-à-dire qu'elles vont être, en effet, parce que
quand même, c'est pas pour rien que ces variétés ont bouffé le marché. C'est qu'elles vont être soit très productives dans un certain contexte pédoclimatique, soit très résistantes à une maladie, soit elles vont avoir une fonction, en fait. Voilà. Elles vont avoir une fonction. Et dès qu'il y a une attaque ou un aléa qui sort de cette fonction, là, elles vont être nulles à chier. Et là, elles vont avoir besoin d'un produit phytosanitaire, d'un produit chimique pour venir soutenir la variété. Ce qui arrive dans 100% des cas. Oui, c'est ça, on est d'accord. Alors que les variétés traditionnelles, les variétés du domaine public, c'est l'inverse. Elles ont un spectre génétique horizontal. Elles ont tout un tas d'informations génétiques qui va leur permettre d'aller chercher dans ce réservoir génétique pour lutter contre telle ou telle maladie ou tel aléa climatique ou telle attaque de ravageurs. Et elles vont être peut-être moins performantes sur un trait de sélection donné, mais elles vont être globalement performantes sur tous les autres traits, de manière homogène, quoi. C'est ce qu'on appelle la résilience, en fait, tout simplement. Et puis le fait de l'adaptabilité aussi à tout. Sur la question des semis, des graines, aujourd'hui, un agriculteur ne peut pas réutiliser des graines qu'il aurait achetées chez les agro-industriels, puisqu'elles ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent, c'est une fois, pas deux. Pourquoi aussi continuer à être dans ce modèle-là en voyant très bien que ce n'est pas dans leur intérêt ? Alors, je ne pense pas qu'ils voient que ce n'est pas dans leur intérêt. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, on est passé d'un modèle de paysan à un modèle d'exploitant agricole. Et la différence, elle est pas des moindres. C'est que le paysan, à l'époque, avait une grande connaissance à la fois de son sol, à la fois de son contexte pédoclimatique et de ses variétés, vu qu'il les sélectionnait lui-même. Aujourd'hui, c'est un technicien agricole qui vient dire à l'exploitant agricole, cette année, tu vas cultiver telle variété avec tel produit. Déjà parce que c'est ce qu'il faut que tu fasses pour produire bien, et aussi parce que de toute manière le marché demande cette variété. Donc la coopérative demande cette variété, donc l'industrie demande cette variété. Donc si tu veux, le système est fait comme ça. Au-dessus, tu as la PAC, la politique agricole commune, qui va financer aussi. Donc qui va financer par exemple à l'arrachage de tel verger, qui va financer au replantement de tel verger. Et donc si tu veux, l'Europe contrôle les productions agroalimentaires de cette manière-là. Avec la PAC. C'est eux qui sélectionnent ce qui va être subventionné et ce qui ne va pas être subventionné. Et vu qu'aujourd'hui, les arrachages de vignes dans le sud-ouest, de lavande en Provence, tout ça sponsorisé par l'Union européenne. Ouais, c'est ça. Donc ils contrôlent en fait vraiment c'est de la géopolitique agricole, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et du coup, les agriculteurs, les exploitants agricoles en bout de chaîne, ils font ce qu'on leur dit de faire, globalement. Et après, tu as aussi tout un tas d'agriculteurs qui font un pas de côté, qui se sortent de ce système-là. Mais ça veut dire qu'il ne suffit pas de sortir de ce système-là. Il faut cultiver et trouver ton réseau de distribution. Parce que l'industrie va te dire, non, fuck off. En fait, tu ne veux pas cultiver nos variétés, nous, on ne te les achète pas. Donc, on a plein de paysans boulangers maintenant qui émergent. On a des circuits plus courts de distribution. Donc, tout ça, ça existe. C'est marginal. Il faut l'encourager à fond. D'ailleurs, les consommateurs ont un vrai rôle à jouer là-dedans. Parce que dans ces méthodes de consommation, on peut plébisciter l'un ou l'autre modèle. Mais globalement, sinon, vraiment, les exploitations agricoles conventionnelles, je pense qu'ils ne voient pas que ce n'est pas dans leur intérêt. Déjà parce que, c'est marrant, mais mes anciens voisins agriculteurs, je discutais avec la mamie qui avait 94 ans et qui traitait ses deux fils d'imbéciles. Elle disait, non, mais vous vous êtes fait avoir avec l'Europe, vous êtes fait avoir avec les primes, vous ne savez plus cultiver, vous cultivez des primes. Elle leur disait, vous cultivez des primes avec sa canne comme ça. Eh oui, parce que si tu veux, c'est aussi ça, c'est que ce que je disais tout à l'heure, on est à la 3e génération, on ne sait même plus vraiment comment c'était avant. Si tu veux, il y a une érosion génétique hyper forte, mais il y a une érosion du savoir-faire. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu as une énorme érosion du savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, va demander à un exploitant agricole de refaire sa propre semence. Mais il ne sait pas comment faire. Lui, ce qu'il sait faire, c'est acheter à la coopérative du coin. Et je dénigre pas. Vraiment, je dénigre pas. C'est acheter à la coop du coin ses semences, les mettre dans le semoir, les semer, les récolter, les ramener à la coop. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, et en effet, aujourd'hui, les variétés, tu ne peux pas vraiment les replanter une année sur l'autre. Alors, je suis allé encore un peu vite tout à l'heure. Si tu veux, ça, c'est un des verrous. C'est un des verrous qui a été utilisé parce qu'il y a plusieurs verrous en fait pour garder une mainmise sur l'agriculture. Tu as un verrou botanique, donc où tu ne peux pas reproduire tes propres semences, et tu as un verrou juridique, tu as les certificats d'obtention végétale, et tu as les brevets qui arrivent là avec les OGM. Ça, c'est le sujet dont on n'a pas parlé avec les NGT, les OGM, c'est les brevets. C'est que, évidemment, quand tu fais de la R&D, si tu veux, quand tu es un agro-industriel, que tu payes pendant 5 ans des chercheurs pour aller te sortir la variété au top de la technologie qui va te rendre riche pour les 10 prochaines années, tu ne vas pas la donner au domaine public.
Mais non, tu as le brevet, donc tu vas payer. Tu as le brevet, et du coup, voilà. Et aujourd'hui, oui, clairement. Et aujourd'hui, si tu prends Corteva, qui est la fusion de Dupont de Nemours et Dow Chemical aux États-Unis, et Bayer, ces deux entreprises détiennent 80% des brevets aujourd'hui sur la planète. 80% des brevets sur les nouvelles variétés. De tout le vivant, enfin là, on parle des semences, quoi. Ouais, des semences, ouais. Donc quand, là, tu as l'Europe qui est en train de nous expliquer qu'avec les NGT, on va renforcer notre compétitivité et notre souveraineté agricole. Non mais la blague, aujourd'hui, c'est un mensonge éhonté, parce qu'aujourd'hui, le portefeuille de brevets est de toute manière déjà détenu à 80% par des puissances étrangères à l'Europe. Donc de quoi il parle ? Et demain, avec les NGT, mais ça va être pire. On vend notre souveraineté. Enfin, on la vend pas, on la donne là. On donne notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté agricole, en fait, à des multinationales américaines. En fait, les Français ont perdu même là où ils étaient en pointe sur... non, parce qu'on est en pointe avec l'Imagrin, si tu veux, sur la production en Europe. Hein. Je te parle de l'Europe. Hein. D'accord, donc l'Imagrin va pouvoir faire des NGT, par exemple. L'Imagrin va se lâcher sur les NGT, t'inquiète pas. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ils vont se lâcher, mais ils ne font pas le poids. En face, tu as Corteva, Bayer, BASF, pas BASF, Bayer, Monsanto, ils ne font pas le poids. Et oui, sans aucun doute, si tu veux, l'Imagrin va aller à fond dedans et va poser des brevets, etc. Mais au-delà de ça, on peut pas parler de souveraineté, de compétitivité agricole quand, en fait, l'agriculture est détenue par des multinationales qui n'ont rien à voir avec l'agriculture globalement. Ouais. Alors, l'Imagrin, pour le coup, si. Mais quand on parle de Syngenta, de Bayer, etc., on ne parle pas d'agriculture, on parle de souveraineté industrielle, au pire, mais pas de souveraineté agricole. À aucun moment, les agriculteurs sont gagnants dans l'histoire, là, à aucun moment. Et justement, vous, à Cocopelli, vous avez des liens, vous parlez à ces industriels, vous avez des ponts d'échange quand même, à un moment, pour discuter de questions d'avenir, par exemple ? Avec les agro-industriels, non, mais on n'existe même pas dans leur paysage. D'accord. Si tu veux, même pas comme une mouche à écraser sur un... Alors, je pense que si... Alors, je vais nuancer ce que je dis, parce qu'on existe, en fait, on est vraiment le grain de sable dans le rouage, si tu veux. Ouais. Donc, on les emmerde royalement, mais pas sur le poids qu'on pèse sur le marché de la semence, parce que là, on pèse pas, on est inexistant. Mais par contre, sur l'idéologie, c'est plutôt sur les graines de résistance qu'on va semer que dans les consciences, plutôt que les graines qu'on va vraiment semer dans le sol. Parce que on n'est pas nombreux, en tout cas en France, à lutter vraiment médiatiquement et politiquement pour faire évoluer le cadre législatif ou pour sortir les variétés traditionnelles, les variétés du domaine public, du carcan législatif qui les enferme, etc. Donc c'est sûr qu'on les embête, on est connus, ça t'inquiète pas, on est connus, ils nous connaissent par cœur. Mais des discussions avec eux, non, parce qu'ils n'ont rien à nous dire et je crois pas qu'on ait grand chose à leur dire en réalité. Si, quand même. Je veux dire, vous, par rapport à eux, à avoir quelques informations importantes sur le vivant... Ils les connaissent tous. Ouais, ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent royalement. Mais tu peux être sûr que, pour le coup, eux ont les moyens de mener les bonnes études et ils mènent les études dans tous les sens. Pas que dans les sens qui les arrangent. C'est qu'ils sortent uniquement les études qui les arrangent. Mais par contre, toutes les études sont menées. Ils savent exactement ce qui se passe sur la perte de biodiversité, sur l'effondrement, sur la perte des sols. Tu peux être certain que Bayer sait exactement, et si ça se trouve bien mieux que nous, ce qui se passe. Comme l'industrie du tabac à l'époque. Mais c'est ça. Parce qu'ils ont le budget. Ils ont un budget illimité. Ils peuvent financer n'importe quelle étude. Et alors, aujourd'hui, donc il y a ce monde industriel, et puis tu parlais des initiatives. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour aller s'approvisionner, enfin changer un peu le système à sa petite échelle? Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Je suis pas hyper partisan de l'histoire du colibri. Moi, je préfère les pélicans. Si tu veux, tu prends 12 litres. Son animal. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des petits gestes qu'il faut faire, c'est des grands gestes. Oui. Il faut vraiment avancer au niveau citoyen et il y a pas mal de choses à faire. Le premier acte, c'est l'acte de consommation. L'acte de consommation, il est quand même important parce qu'il va donner la couleur, la couleur du paysage de consommation, donc du paysage agricole qu'il y a derrière. Se renseigner sur ce qu'on consomme et sur comment on va consommer, c'est fondamental. Qu'on agisse derrière ou non, je pense que le savoir... c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Et après, libre à nous de se mettre des œillères ou non.
mais on parle de l'agriculture bio, par exemple. Aujourd'hui, l'agriculture bio, c'est 90 ou 85-90% d'hybride F1. Donc tout le monde a l'impression que quand il va manger bio, c'est un petit paysan avec une grelinette et un chapeau de paille. Non, hein. On parle bien d'industrie. C'est un label. C'est un label. Ouais. On parle d'industrie de la bio. Et du coup, rien que savoir ça, déjà, ça va peut-être orienter sa consommation vers un producteur local direct, plutôt que d'aller dans un magasin qui distribue, où on ne sait pas trop d'où ça vient, où on va importer des légumes d'Espagne, d'Italie, etc. On va aller soutenir un agriculteur direct. Plus on soutient, en fait, un autre chiffre qui est intéressant, dans les années 40-50, on était à, alors de tête il faut me fact-checker, mais je crois qu'on était à 45% du budget familial qui partait dans un produit agricole direct, dans un produit agricole non transformé. Aujourd'hui, on est à 2%. Donc, c'est-à-dire chiffre de 2020. Ouais, donc on achète des produits transformés massivement. On n'achète que des produits transformés. Ouais. On n'achète plus de produits agricoles directs. Donc dans ces 2%... Direct, c'est quoi? C'est les fruits et les légumes et... Brut, pardon. Brut. Ça veut dire, à la limite, acheter un kilo de blé pour le moudre dans son petit moulin et faire son... C'est un produit brut. Ouais. Voilà. Okay. Donc un produit brut, mais généralement, en effet, c'est les fruits et légumes. Donc on consomme plus de produits... Moi, je me rappelle, j'étais petit, j'allais à la ferme chercher le lait. Ouais, généralement en libre-service, où tu remettais la bouteille. Ouais. Oui, mais en fait, aux États-Unis, ça, c'est un système qui marche encore. Au Canada, c'est un système qui marche encore. Donc, il y a encore des endroits... En France aussi, j'espère. Alors, en France, oui, mais en Suisse, ça marche pas mal, ça, les libre-services comme ça. Mais en France, c'est peu... Oui, dans les campagnes, ça marche sans problème, mais c'est pas on a perdu cette culture-là, quoi. C'est ça, on a perdu. Voilà. Et donc, déjà, retrouver cette culture, c'est un acte, en fait, citoyen qui est un acte de soutien aux producteurs. En fait. Si on se substitue... à l'intermédiaire, il faut bien se dire que ce gain-là va dans la poche du producteur. Au producteur, ouais. Et du coup, ça, c'est un acte hyper fort. Et justement, il y a toujours le middleman, celui qui est là aussi pour jouer avec les prix, la grande distribution, qui joue un jeu en faveur des lobbies, là, clairement. Ah bah oui, alors là, la grande distribution, elle travaille... pour et elle est fabriquée par les lobbies agro-industriels. De toute manière, tu peux pas fonctionner en fait comme la grande distribution si derrière t'as pas l'agro-industrie qui crache de la cam pour mettre sur tes étagères aussi vite que tu la vends dans un système globalisé. En fait, il n'y a pas de solution à ça. En tout cas, comment ça fonctionne aujourd'hui, le système de distribution aujourd'hui, la grande distribution, elle a besoin des lobbies de l'agro-industrie. Mais c'est hyper compliqué comme question. Hein. Je prétends pas avoir la solution, si tu veux, parce que aujourd'hui, on voit, on est à Paris, là, les gens s'entassent dans des tours de manière verticale. En fait, il faut nourrir tous ces gens. Il faut qu'il y ait un afflux alimentaire qui... on ne peut pas vivre tous à la campagne avec notre carré de jardin, etc. C'est facile de dire aller voir un producteur du coin, mais il faut qu'il y ait accès à ce producteur du coin. Et pour autant, en fait, essayer quand même d'y aller, parce qu'on sera surpris quand même qu'il y a pas mal de systèmes d'AMAP, il y a pas mal en fait de systèmes qui sont un peu démocratisés pour avoir accès aux paysans en direct. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de Paris, alors c'est 18e, fin 18e, où la ceinture parisienne, une ceinture de maraîchers autour de Paris, qui nourrissait intégralement la capitale, avec des terres hyper fertiles, hyper abondantes. Ce schéma-là est possible, encore une fois, quand on parle de... Alors, on n'est pas dans le même contexte démographique, mais quand on parle de relocalisation, je ne suis pas en train de dire, encore une fois, on remet les villes à plat. Aujourd'hui, on est allé trop loin dans ce système-là. Là, on retombe dans la grande distribution qui a bétonisé des surfaces agricoles partout en France pour mettre ces zones industrielles, zones commerciales, qui ont cramé je ne sais pas combien d'hectares et d'hectares de champs. Ah oui. Ah bah là, l'urbanisation, c'est un drame. Mais oui, et la grande distrib en participe aussi. Mais un autre acte en fait de consommation qu'on peut faire à la fois en ville et à la fois dans les petites bourgades en campagne, c'est justement arrêter de fréquenter la grande distribution et plutôt fréquenter des commerces locaux, des commerces de centre-ville, des marchés, remettre en fait une vie commerciale à petite échelle avec des vrais humains.
Si tu veux, on n'arrivera pas de toute manière à enlever toutes les chaînes d'intermédiaires. C'est pas ça l'idée. C'est impossible. Et puis on a besoin de produits transformés, on a besoin de pâtes, on a besoin de riz, on a besoin de voilà. Donc l'idée c'est pas ça. Il faut pas voir dans mes propos, si tu veux, une espèce d'idée rétrograde de revenir en arrière, etc. Je pense être assez assez tourné vers l'avenir en fait, et on peut pas revenir en arrière de toute manière. C'est pas possible. On allait beaucoup trop loin dans ce système-là. Ouais. Mais on peut grandement l'améliorer. On n'est pas obligé de faire venir du riz de Thaïlande ou de je sais pas où. On peut le produire en fait en France. Et on peut réduire quand même, réduire en fait les circuits de distribution à max. De toute manière, l'ennemi, faut se le dire, c'est l'industrie et la mondialisation. Clairement. C'est-à-dire que nous, on milite pour un retour à la localité. Et quand je parle de localité, je ne veux pas dire là juste centre du village. Déjà, produire en France, pour moi, c'est local. Ouais, c'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà énorme. La souveraineté alimentaire, c'est un des enjeux qui a été oublié pendant des années, malheureusement. Qui a été oublié, qui a été tué. Ouais. Qui a été tué, en fait. Et l'Europe au niveau agricole, est une des pires saloperies qu'on ait pu faire. Vraiment. Rendre les agriculteurs dépendants de la PAC, donc de la politique commune agricole. On cultive aujourd'hui des subventions et non plus des denrées alimentaires. Et en fait, l'Europe, c'est le premier pas vers le mondialisme. Là, je parle encore de mon prisme de lecture agricole, mais il faut relocaliser. Et relocaliser au niveau agricole, ça voudrait dire sortir de l'Europe, hein, très, très clairement. Très clairement. Mais il y a encore du chemin avec cette idée-là. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a des lois qui l'empêchent encore aujourd'hui de relocaliser, ou est-ce que c'est vraiment être un Don Quichotte qui se bat contre des moulins ? Non, en fait, c'est carrément possible. C'est simplement qu'il faut arriver à créer son écosystème ou à s'inscrire dans un écosystème déjà existant de distribution, et de consommation. La clé, la distribution et la consommation, ça reste quand même la clé pour arriver à faire émerger un autre modèle. Ça reste carrément la clé pour faire émerger un autre modèle. Et aussi, en tant que consommateur, c'est choisir où est-ce que tu mets ton budget. Est-ce que tu le mets dans un écran plat ou est-ce que tu le mets dans bien manger ? Et c'est ça qui a évolué aussi, si tu veux, ces derniers siècles, dernières décennies même, avec la course au loisir, avec la course en fait à cette vie, que je crache pas dessus, j'en fais partie aussi, mais c'est qu'on a complètement changé nos priorités. Et l'alimentation et la santé n'est plus vraiment une priorité. La santé devient une priorité aujourd'hui quand on tombe malade. Mais avant ça, on s'en soucie assez peu. Oui, c'est ça. On attend de voir comment ça va se passer. Et l'alimentation, c'est devenu pas vraiment une priorité. Ouais. C'est carrément pas une priorité. C'est un point du budget qui coûte cher, de plus en plus, mais pas en termes de qualité. Quoi. Ça, c'est encore plus compliqué de regarder ça. Non, c'est compliqué. Ouais. Et encore une fois, je jette la pierre à personne. En fait, on est à un pouvoir d'achat qui est inexistant, je pense, on peut le dire aujourd'hui. Manger bio pour une famille de 5... en l'état de la distribution bio aujourd'hui, avec tous les intermédiaires, etc., franchement, c'est quasi impossible. C'est un énorme budget. Il faut vraiment bien gagner sa vie. Ça devient en fait un luxe, entre guillemets, de pouvoir se nourrir convenablement. Donc, à la fois, c'est plus trop une priorité de société, mais encore une fois, c'est pas une volonté étatique, encore une fois, de soutenir en tout cas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à part le spot pub manger 5 fruits et légumes par jour, quoi. À part ça, globalement, il n'y a rien qui pousse vraiment. Allez, j'exagère parce que tu as quand même des départements, notamment dans la Drôme, dans l'Ardèche, où il y a des cantines scolaires qui se mettent à manger que bio. Et des cantines qui font quand même un peu plus attention qu'avant. Oui. Donc, en vrai, je noircis un peu le tableau là, parce que tu as quand même des initiatives qui vont clairement dans le bon sens. Heureusement, heureusement, ça fait longtemps qu'on y travaille. C'est clair. Voilà. Et il y a le salon de l'agriculture qui va arriver. Est-ce que Cocopelli y sera ? Quelle est votre vision du salon de l'agriculture ? Particulièrement cette année. Après, on y va à dos de vache normalement, et vu qu'il n'y a pas de vache, on n'ira pas. D'accord. Non, on n'y a jamais été. Jamais. Non, c'est pas. Je pense pas qu'on soit bienvenu. Bon, ça c'est pas trop le problème. Je vois pas ce qu'on a à y faire. En fait, le salon de l'agriculture, c'est les grands messes où tout le monde se raconte des salades. En vrai. C'est surtout la mise en scène des politiques. Ouais. Moi, aller parader devant 2-3 politiques qui font semblant de s'intéresser à l'agriculture alors qu'ils viennent littéralement de l'anéantir, tout en restant calme. Tu vois comment je m'exprime, j'ai une petite tendance à l'exacerbation. Donc non, non. Inutile. Inutile. Après, par contre, on fait un salon maintenant à Marseille qui est
journées des collections, où là, c'est un salon pro, où on fait complètement tâche au milieu du truc. On est les seuls agroécologistes, les seules semences paysannes, etc. Mais on y va. D'accord. On y va et on est à côté de Villemorin, du coup, et on commence à se faire une petite place là-bas. Donc ça commence à marcher, ouais, c'est ça. Il y a quand même des choses qui évoluent, y compris dans ce monde-là. Ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des passerelles avec l'Imagrin, avec ces gens-là. Ah oui. Ouais. Ouais, l'Imagrin, on leur parle quand on se voit, voilà, j'ai rencontré en physique le directeur, etc. L'Imagrin, c'est à la base une super boîte, hein, vraiment. C'est là pour le coup en termes de souveraineté, l'Imagrin, alors c'est plusieurs siècles d'entreprise, je ne sais plus la date de création, et un super travail de sélection, de préservation à l'époque. Alors maintenant, ça c'est, pardon, je parle de l'Imagrin, Villemorin. Excuse-moi, oui, Villemorin, pas l'Imagrin. Villemorin. Je me disais, mais attends, l'Imagrin. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, parce que là, tu me parles. J'avais Villemorin en tête et tu me parlais de l'Imagrin. Du coup, j'ai fait le. Oui. Non, je te parle de Villemorin qui a été racheté en fait par l'Imagrin. Mais Villemorin, c'est avec Villemorin qu'on est au JDC, pas du tout avec l'Imagrin. Et Villemorin, on s'occupe de la partie potagère de l'Imagrin aujourd'hui. Mais Villemorin, c'est une ancienne entreprise, très très ancienne, et qui a fait un super travail de préservation et de sélection à son époque de variétés françaises. Donc là, en termes de souveraineté, c'est une boîte qui avait en tout cas une belle image, qui l'a plus du tout. Hein, là, c'est fini. Ouais, c'est cool. Mais voilà. Mais du coup, oui, on va titiller quand même un peu ces milieux-là. Et après. De toute manière, au niveau de l'opinion publique, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre message, et c'est pour ça qu'Ocopelli est connu sur toute la planète en fait, hein, notre message, il est hyper bien accueilli. Parce que quand tu fais de la pédagogie, quand tu expliques aux gens ce qu'ils mangent, quand tu expliques comment ça se passe, évidemment, tout le monde est hyper motivé pour aller envie de savoir et motivé pour aller dans le bon sens. Et j'ai même envie de te dire, là, je rebondis sur les NGT encore, et c'est pour ça que c'est une lettre ouverte et pas une pétition. Cette lettre ouverte, je vais vraiment l'amener aux eurodéputés, je vais vraiment aller discuter avec eux, parce que en fait, certains politiques, pris dans cette espèce de chaîne infernale là, de la politique, surtout maintenant avec de la politique européenne, sont complètement hors sol et déconnectés des réalités agricoles. Et au final, quand tu vas leur parler, quand tu leur dis, mais non, mais en fait, là, l'agro-industrie vous raconte ça, mais nous, ce qu'on vit dans les campagnes, ce qu'on vit dans les champs, ce que nos paysans y vivent, c'est plutôt ça, la réalité, c'est plutôt ça. Il y en a aussi qui sont sensibles à ce message-là. Et des fois, on arrive à faire pencher la balance. La preuve, c'est qu'en juin 2020, Cocopelli, accompagné d'autres associations de préservation des ressources génétiques traditionnelles, on a réussi à faire évoluer le cadre législatif, alors que l'agro-industrie était fermement opposée. Et pourtant, dans la loi pour la transparence agricole, on a réussi à faire valoir notre légitimité à distribuer des semences libres et reproductibles. Donc pour les NGT, là, j'invite vraiment les citoyens et les personnalités publiques et un peu tout le monde à signer cette lettre pour apporter du poids et de la légitimité à ce message-là, parce que c'est pas perdu. Justement, la lettre, elle est en lien sous la vidéo. D'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce, un cœur, vous commentez, et puis vous signez la lettre ouverte de Cocopelli pour alerter les parlementaires européens sur les NGT. Est-ce qu'il y a d'autres dates clés qui arrivent de mobilisation importante avec Cocopelli ou avec d'autres ? Ouais, il y a 3 sujets. Donc les NGT, on en a parlé. Derrière, ce qui va arriver, c'est la nouvelle réforme, le nouveau règlement sur les semences, justement. Où là on est dans un délire européen, là, pour le coup, où l'Europe, aujourd'hui, le règlement, il est issu d'anciennes directives des années 60. Donc on est vraiment sur un vieux système qui ronronne, mais qui tourne pas très bien. Et du coup, l'Europe veut réglementer vraiment les méthodes de distribution des semences sur tous les pays membres. Et il y a différents sujets dans le règlement contre lesquels on va aller militer, et notamment l'échange entre paysans, où aujourd'hui, c'est plus ou moins possible de le faire. Là, demain, ça ne le sera plus du tout. Ça veut dire que l'Europe vient interdire aux paysans, alors pas vraiment interdire, si tu veux, ils viennent encadrer, parce que comme d'habitude, ils encadrent. Et donc, c'est aussi lunaire qu'ils vont aller contrôler quelle quantité de semences un paysan peut donner à un autre paysan. J'ai même pas de mots pour décrire ça, à part totalitarisme, en vrai. Oui, mais je pense que c'est le mot qui convient. Je sais pas. Collectivisme, je sais pas. J'en sais rien. Quoi. En tout cas, c'est fort. C'est fort. Si tu veux, le message envoyé, il est bon, vous êtes paysan, vous n'avez plus le droit de vous échanger des semences. Ou alors, dans des petites quantités, mais surtout dans une localité précise.
C'est-à-dire qu'un paysan de Normandie n'a pas le droit d'échanger un blé de Normandie avec un paysan de Provence. Absolument interdit. Et surtout, aucun échange commercial. Donc un paysan n'a pas le droit de vendre une variété qu'il a sélectionnée lui-même ou la meilleure partie de sa récolte, etc., à un autre paysan. C'est abject. Absolument abject, parce que c'est justement ces échanges commerciaux entre paysans qui tirent l'agriculture vers le haut. Oui, et qui peuvent faire l'émergence d'un nouveau système. Et qui peuvent faire l'émergence. On voit en fait les lobbies qui font tout pour étouffer via la machine européenne, qui est en fait le bras armé des lobbies, pour empêcher l'émergence d'un monde nouveau. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, il y a plein de choses comme ça dans ce règlement, notamment l'inscription, donc toujours à ce catalogue. Normalement, aujourd'hui, tu as certaines catégories qui peuvent échapper à l'inscription, des variétés de conservation. Et là, le règlement va séparer les variétés de conservation pour en faire soit des variétés de conservation, soit des variétés locales. Et donc les variétés locales, encore une fois, ça peut être distribué hors catalogue, mais que dans une localité. Et les variétés de conservation, il faut que le CTPS, donc qui est un organisme de contrôle, plus un organisme d'État qui est le GEVES en France, disent oui, les critères génétiques de cette variété, c'est bien une variété de conservation, donc vous pouvez la vendre, mais en petite quantité et que dans un but de la conserver, pas de produire. Et pareil sur les variétés pour les utilisateurs non professionnels, donc les jardiniers, on a tout un tas de directives comme ça qui rentrent, et on est en train de faire une super usine à gaz législative, encore une pour parler d'une ressource traditionnelle qui appartient au domaine public et qui est une prérogative du peuple. Et donc évidemment, c'est l'agro-industrie qui met la main dessus. Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième sujet qu'on a là, qui est déjà en cours, et ça, c'est Génération Future qui est très mobilisée, notamment sur le sujet, c'est les omnibus. Alors les omnibus, c'est des packages législatifs de simplification, législative en Europe, au niveau européen. Et un des omnibus, c'est l'omnibus 7, où là, via la dérégulation des produits naturels pour l'agriculture, comme le savon noir par exemple, ils vont venir déréguler tout un tas de molécules ultra chimiques, donc là on parle de pesticides violents, qui vont être dérégulés à vie. Donc ça veut dire que normalement, aujourd'hui, les pesticides, chaque 10 ans, 15 ans... on revoit l'autorisation. C'est ça, on revoit l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché, avec des protocoles de test, d'études d'impact, etc. Et là, certaines molécules vont complètement passer en dehors de ça, sous couvert du biocontrôle, de tout un tas de trucs comme ça qui paraissent hyper écologiques. Donc c'est toujours le même cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est toujours le réchauffement climatique ou l'écologie. Voilà. Donc ils utilisent toujours ça. Et là, c'est le biocontrôle. Donc biocontrôle, ça sonne un peu... toi, ça te fait peur, mais globalement, moi aussi. Mais globalement, ça peut sonner comme on va plus utiliser de pesticides, on va biocontrôler les cultures pour pulvériser moins de pesticides, etc. Oui, alors présenté comme ça, on dit ouais, d'accord. Ouais, en fait, c'est pas ça. Du coup... Alors, c'est quoi? Du coup, c'est un peu ça, si tu veux, mais on va aller utiliser des insectes, ou on va aller utiliser, en effet, du vrai biocontrôle, mais derrière le biocontrôle, ce qui se passe, ça fait un pont avec les NGT, c'est qu'on va aller modifier génétiquement certains biocontrôleurs, entre guillemets, pour aller les utiliser dans les champs. Et là, la boucle est bouclée de manière intensive entre Omnibus et NGT. Voilà. Mais sous prétexte d'intégrer du biocontrôle, qui peut être... pardon, quand même, je vais quand même rectifier ce que j'ai dit. Le biocontrôle, si tu veux, utilisé de manière saine, est une très bonne technique. Ça va être utiliser des larves de coccinelle contre les pucerons. C'est du biocontrôle, et c'est absolument génial quand c'est pas à des fins industrielles et quand c'est pas génétiquement modifié. Mais sous prétexte de déréguler ça pour le rendre accessible à un plus grand nombre, ils vont déréguler tout un tas d'herbicides, de pesticides, etc. Autorisé à vie. Donc évidemment, formidable. Et derrière, c'est l'agro-industrie qui se frotte les mains. Donc il y a ces trois gros sujets mobilisateurs en ce moment, les NGT, le règlement semences et Omnibus 7. Les trois liés évidemment à l'Union européenne qui impose sa loi contre tout bon sens. Les trois de toute manière liés à l'Union européenne. Et voilà, en fait, il suffit d'aller sillonner un peu les couloirs du Parlement ou d'aller se balader un peu à Bruxelles pour se rendre compte que derrière l'épaule de chaque parlementaire ou de chaque eurodéputé, on a une quarantaine de lobbyistes de Syngenta, de Bayer, voilà. Et si on ne croit pas ce que je dis, il faut regarder le cache investigation. Alors d'ailleurs, il y a un cache investigation sur la semence qui est vachement bien. Semence interdite, je crois qu'il s'appelle tout simplement, où on voit vraiment les manigances du GNIS, de Semae, de l'Imagrin, etc. Donc il est vraiment génial. Mais sur le lobbying à Bruxelles, c'est le cache investigation sur le tabac.
où on voit vraiment comment ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé à Bruxelles, je sais tout à fait comment ça fonctionne, et c'est pour ça que je milite pour le Frexit, parce que je sais très bien ce qu'est la Commission européenne et les directions générales. C'est simplement des outils aux mains des lobbies industriels, et c'est l'argent qui fait la loi. Oui, clairement. C'est pas le bien commun. Oui, clairement. Et nous, on en a fait les frais, en fait, très directement avec Cocopelli, vu qu'à l'époque du procès, notre procès est monté jusqu'en Cour de justice de l'Union européenne, où l'avocate générale de la Cour de justice, qui s'appelait Maître Cocotte, en fait, nous donnait raison. Maître Cocotte. C'est rigolo. Ça fait... Ouais, ça arrive. C'est des petits clins d'œil comme ça de la vie. Ouais, c'est ça. C'est un peu Maître Cocop, ça aurait été bien. Enfin, tu vois, bon, bref, on n'était pas loin. Et en fait, elle nous donnait totalement raison. Et c'est très rare que la Cour de justice de l'Union européenne ne suive pas son avocat général. Oui. Et là, elle ne l'a pas suivi. Non, bah, derrière, on a eu un toc-toc. Justement, on a eu un toc-toc de l'agro-industrie qui a dit non, en fait, là, Cocopelli ne peut pas gagner. Et du coup, on s'est fait dégager. Donc il n'y avait pas d'espoir. Ah non, il n'y avait pas d'espoir du tout. Voilà, les règles du jeu sont de toute façon foirées dès le début. De toute manière, les règles du jeu sont foirées. En fait, si tu veux, tu as des gros organismes d'agro-industriels à Bruxelles qui mettent une chape de plomb, qui font la loi. Ouais, qui écrivent littéralement la loi. Non, c'est vraiment ça. Ouais, il faut le comprendre, c'est qu'ils écrivent littéralement la loi, parce que par les amendements, si tu veux, c'est eux de toute manière. Encore une fois, les eurodéputés, je leur jette pas la pierre plus que ça, n'ont pas les compétences. Ils sont complètement hors sol sur tous les sujets, parce qu'ils traitent tous les sujets. Ils ont un portefeuille de sujets, si tu veux, à traiter, mais ils sont complètement hors sol généralement de leurs sujets. Donc ils sont obligés d'écouter les lobbyistes, ils sont obligés en fait d'écouter celui qui parle le plus fort ou qui a le plus de budget pour amener les sujets sur le devant de la scène. Et encore une fois, quand tu mets Cocopelli face à Bayer, c'est David contre Goliath. On est là, mais si on n'a pas la mobilisation citoyenne, parce que eux, pour le coup, ne l'auront pas, on est d'accord, hein, tu ne vas pas avoir de mobilisation citoyenne derrière Bayer ou Monsanto, ça paraît peu probable. Donc Cocopelli a vraiment besoin de cette mobilisation citoyenne pour peser face à ces agro-industriels. Merci beaucoup Ananda de Cocopelli d'avoir été avec nous. Alors pour peser, vous signez la lettre ouverte, elle est en lien de cette vidéo, vous partagez aussi massivement cette vidéo et puis vous allez voir sur le site de Cocopelli pour comprendre un peu plus en amont tous ces sujets clés et extrêmement importants pour notre santé et notre vie de tous les jours. Merci beaucoup. Merci de ton invitation.